De nouvelles places subventionnées pour les familles de Côte-du-Sud. Une nouvelle paroisse voit le jour, Notre-Dame des Érables de l'Îlet-Sud. Un livre met en lumière le courage des élus municipaux face au changement climatique. Jeudi 4 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur les ondes du réseau de télévision CMA TV. En conférence de presse hier, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, et la directrice générale du CPE Enfant Bonheur, Mme Diane Caron, annonçaient à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud une augmentation des places disponibles au CPE Enfant Bonheur de l'endroit. Reportage de Mario Lacombe. C'est en compagnie de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, du député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, du maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, M. Frédéric Jean, et de la directrice générale des CPE Enfants Bonheur, Mme Diane Caron, que l'on inaugurait ce mercredi officiellement les locaux de cette CPE à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il s'agit de la 3e installation du CPE Enfants Bonheur et celle-ci a une capacité de 40 enfants et 15 poupons. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de 2 375 615 $ du gouvernement du Québec, auquel s'ajoute une contribution de 400 150 $ de la municipalité. Madame Diane Caron, directrice générale de la CPE Enfants Bonheur, nous fait part des prochains objectifs que la CPE s'est fixés pour les prochains mois. Bien, je vous dirais que là, présentement, l'objectif qui a été atteint, c'est l'ouverture des installations. La construction, c'est fini. Donc, on est ouvert. Les prochains objectifs, là, c'est vraiment de donner du temps à nos équipes, de se recentrer dans nos dossiers, puis avec les 2 dernières ouvertures d'installation, les prochains projets, c'est vraiment de préparer la cour, l'aménagement de chacune des cours de chaque installation, parce que là, bon, on est sur le gazon, on est clôturé, on est sécuritaire, mais il y a rien d'autre de fait. Donc, on est en campagne de financement pour ces 2 cours extérieures. Donc, c'est les 2 plus gros projets là, pour ces 2 installations-là. Beaucoup d'activités sont à planifier pour occuper les enfants pendant chaque saison de l'année et la CPE a besoin de fonds pour combler ses besoins, donc on fait appel à la population. La gestion du personnel est un autre défi que doit relever la CPE. À nouveau, Mme Caron. C'est un défi de tous les jours. Malheureusement, oui, la pandémie a le dos large. C'est sûr que depuis la pandémie, il y a eu vraiment des impacts, mais on a repris le dessus. Donc, c'est sûr que là, j'ai mon personnel dans toutes mes installations, mais ça demeure un défi. C'est sûr qu'il y a eu dernièrement, des belles hausses salariales, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour la reconnaissance et la valorisation de notre personnel, d'attirer notre personnel qualifié et non qualifiés parce qu'il y a des beaux programmes. Donc, mais oui, faut pas s'en cacher, c'est un défi à tous les jours. Vous savez, nos équipes sont nombreuses, mais on a les retraits préventifs, le départ à la retraite, des congés de maladie, c'est normal parce que, bon, on a une petite opération. Donc, c'est toujours du va-et-vient, des imprévus, mais on est là, puis on y croit, puis les équipes travaillent fort parce qu'ils sont tellement conscientisés et tellement bienveillante que, entre eux autres, là, c'est un travail d'équipe mémorable. Donc, on peut compter sur elles, ils peuvent compter sur nous, mais oui, c'est un défi à tous les jours. Mario Lacombe, à la CPE Enfants Bonheur de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour CMA TV. Information. C'est un moment marquant pour la région de l'Îlet-Sud. En effet, le 31 août dernier, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, a présidé à la célébration officielle de la nouvelle paroisse Notre-Dame des Érables de l'Îlet-Sud. Cette nouvelle entité ecclésiale regroupe désormais les fabriques de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue et Saint-Clément de Tourville. Si chacune de ces communautés conserve son Église et son identité propre, elles sont dorénavant unies sous une seule administration, favorisant une gestion commune et une solidarité accrue.
Le projet d'unification est le fruit de 2 ans de consultation, de réflexion et de discernement avec des paroissiens et des personnes engagées dans la vie chrétienne locale. Monseigneur Goudreau a souligné que ce cheminement s'est fait dans le respect, la lucidité et l'harmonie. Afin de donner une identité rassembleuse à ce nouveau regroupement, un concours a permis aux citoyens de choisir eux-mêmes le nom de leur paroisse. C'est ainsi qu'a été retenue Notre-Dame des Érables de l'Îlet-Sud. Par ailleurs, le 31 août deviendra désormais la fête patronale annuelle de cette nouvelle paroisse. Aussi, le 19 août dernier, une assemblée générale a permis d'élire les premiers marguiers et marguières de cette nouvelle structure. Ont été choisis Carole Morneau de Saint-Clément de Tourville et Yvon Landlois de Saint-Adalbert pour un mandat d'1 an. Mesdames Christine Bélanger de Sainte-Perpétue et Marjolaine Bourgault de Saint-Pamphile ont hérité d'un mandat de 2 ans. Enfin, Mesdames Christiane Couette de Saint-Marcel et Nancy Vaillancourt de Sainte-Félicité siégeront pendant 3 ans. L'Assemblée de fabrique devra bientôt désigner son premier président ou présidente, possiblement en provenance de la communauté de Saint-Omer. Cette démarche symbolise l'esprit de coopération et de partage qui anime le projet. Avec cette unification, les 7 communautés d'origine visent à favoriser une entraide accrue, une collaboration renforcée et une solidarité plus forte pour la mission de l'Église dans la région. Un livre met en lumière le courage des élus municipaux face au changement climatique. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. À l'approche de la prochaine campagne électorale municipale au Québec, un nouvel ouvrage attire déjà l'attention du monde municipal et du grand public. Intitulé « Courage, l'engagement politique municipal à l'ère des transitions », ce recueil est sorti en librairie le mercredi 3 septembre sous la bannière des éditions L'Esprit libre. Ce livre rassemble les témoignages d'élus inspirants qui n'hésitent pas à lever le voile sur les coulisses de leur parcours politique. Avec franchise et sensibilité, ils abordent des thèmes d'actualité tels que la gouvernance climatique, la mobilité durable, la culture et l'éco-responsabilité, mais aussi l'importance de la collaboration et de l'engagement citoyen. Leur objectif est de démontrer que la politique municipale est au cœur des grandes transitions sociales et environnementales. Parmi les signataires, on retrouve plus de 15 élus, dont Gabrielle Brisebois, conseillère municipale à la ville de Montmagny. Dans son texte, elle insiste sur le rôle central des municipalités dans l'adaptation aux défis climatiques. La mobilité durable est une clé d'adaptation face aux défis climatiques que nous allons vivre dans les prochaines années. La ville de Montmagny est une pionnière dans le développement d'outils pour favoriser cette mobilité durable et c'est un honneur pour moi de pouvoir faire rayonner notre région et inspirer d'autres municipalités au Québec dans leur projet de mobilisation du transport actif et durable, de mentionner Mme Brisebois. L'ouvrage est placé sous la direction de Michael Saint-Pierre, coordonnateur du caucus écologiste municipal, et bénéficie d'une préface signée par Mme Louise Harel, figure bien connue de la politique québécoise. Avec plus de 8000 élus municipaux au Québec, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui, chaque jour, imaginent l'avenir de nos communautés bien au-delà de la gestion des collectes ou du déneigement. Leur mission s'avère de plus en plus complexe alors que les attentes citoyennes augmentent et que les ressources financières se resserrent. Le livre « Courage » met justement en lumière cette réalité exigeante où chaque décision nécessite du leadership, de la vision et surtout du courage. Les citoyens de la région pourront rencontrer Gabrielle Brisebois lors du lancement officiel du livre
le 18 septembre prochain à la librairie Livre en Tête située au 110 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. L'événement se déroulera sous la formule conviviale d'un 5 à 7, offrant une occasion unique d'échanger avec l'autrice et de réfléchir collectivement aux enjeux municipaux de demain. La Coalition nationale Non au troisième lien réagit vivement à la publication discrète par le gouvernement du Québec de la directive ministérielle visant la réalisation d'une étude d'impact environnementaux pour le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Selon ses porte-paroles, le procédé choisi en dit long sur la fragilité du dossier. Quand tu rends public un avis de projet en catimini, à la veille d'une longue fin de semaine, n'est-ce pas l'aveu que ce projet est devenu un véritable boulet, s'exclame Angèle Pinault-Lemieux, d'Accès Transport Viable et de la Coalition. La Coalition critique un projet encore flou, sous tracé final retenu et surtout sans preuve de pertinence. Elle rappelle qu'aucune étude d'opportunité, étape préalable essentielle pour évaluer la nécessité d'un tel chantier, n'a été réalisée. Comment juger un projet dont les besoins en déplacement n'ont jamais été démontrés, questionne Marc-André Viault d'Équiterre. Selon lui, il s'agit d'un gaspillage éhonté des fonds publics, alors que 275 millions de dollars sont déjà consacrés aux études, pendant qu'on exige des compressions en santé et en éducation. Les documents déposés par le gouvernement donnent eux-mêmes des arguments aux opposants. L'avis de projet reconnaît, par exemple, une diminution anticipée de la qualité de vie des résidents près des chantiers et infrastructures en raison du climat sonore et de la détérioration de la qualité de l'air. Philippe Jacques, de Trajectoire Québec, souligne également l'incohérence du discours gouvernemental. L'avis dit que ce n'est pas qu'un projet de transport, mais un projet socio-économique. Pourtant, on continue de prétendre qu'il réduira la congestion, alors que c'est faux. Une étude de l'Université Laval et de McGill démontre qu'un troisième lien, au coût pouvant rapprocher les 10 milliards de dollars, ne ferait gagner que 2 minutes 18 secondes sur les temps de déplacement. La mobilisation non au troisième lien lancée en mai 2021 par divers organismes dont Équiterre, la Fondation David Suzuki, Trajectoire Québec et Vivre en Ville, revendique aujourd'hui plus de 50 000 signatures à sa pétition. Tous les citoyens et organisations sont invités à se joindre au mouvement via le site non-au-troisième-lien.québec. Avec ces réactions, la Coalition nationale Non au troisième lien maintient sa ligne. Le troisième lien est un projet inutile. Au sport, dans un match offensif spectaculaire, les Blue Jays de Toronto ont renversé un déficit de 5 points pour l'emporter 13-9 contre les Reds de Cincinnati. Addison Barger a brillé avec 4 points produits, tandis que George Springer a frappé encore un circuit de son 27e de la saison. Dalton Varsho, Alessandro Kirk, Barger et Vladimir Guerrero Jr. ont tous cogné la longue balle, aidant Toronto à totaliser 18 coups sûrs, quand même. Le lanceur Shane Bieber, malgré un début difficile, s'est ressaisi avec 6 retraits au bâton. Les Jays affichent maintenant un dossier de 81 victoires et 59 défaites. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et pour le menu de cette émission du jeudi 4 septembre, dans quelques instants, on vous présente la chronique « Cultiver sa santé mentale » avec Mélissa Bollard du Trait d'Union. On reçoit Sylvie Boulay, qui est conseillère municipale à la ville de Montmagny. Et Audrey Saint-Pierre, elle nous parlera des trouvailles elle nous présentera des trouvailles plutôt de la cuisinerie et compagnie. Donc, c'est le menu, bien sûr, il y aura les avis de décès et les commentaires d'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.